Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Visite d'amitié et de travail du président togolais en Côte d'Ivoire. Faure Gnassingbé a discuté avec son homologue ivoirien du renforcement de la coopération bilatérale et des derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Adzopé, le peuple acquis, rend hommage au président Alassane Ouattara pour les projets de développement engagés dans sa région. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Depuis 2015, ils sont plus de 1269 Ivoiriens en extrême détresse dans plusieurs pays à avoir été rapatriés en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation internationale pour les migrations. La Cour suprême du Kenya valide la victoire d'Ourou Kenyatta, réélu avec plus de 98% des voix. Elle a rejeté ce lundi les deux recours demandant l'invalidation de la présidentielle d'octobre dernier. Bienvenue dans le 20h. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé à Abidjan ce lundi en milieu de matinée. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié. Il a été aussi accueilli par une forte délégation de Togolais vivant sur le sol ivoirien. Ensuite, tête-à-tête entre les deux chefs d'État, au menu le renforcement de la coopération bilatérale et aussi les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Awa Touré. Plateau, palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue Faure Gnassingbé ont eu un entretien de plus de 2 heures. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation politique au Togo, les questions régionales ainsi que le sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons passé en revue la situation dans les différents pays de notre sous-région. Je lui ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire et le président m'a également informé de l'évolution de la situation en République togolaise. Et le président m'a aussi confirmé sa participation à la fin de ce mois au sommet Union africaine-Union européenne. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis venu avec ma casquette de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et c'est en prévision du prochain sommet qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant, le 16 décembre. Donc j'ai voulu m'entretenir avec le président sur les différents dossiers que nous aurons à aborder au cours de ce sommet. Donc ça va de la situation sécuritaire et politique dans les différents États. On va parler naturellement du Togo, comme l'a dit Monsieur le Président, mais également de la Guinée-Bissau et d'autres situations difficiles. Nous avons aussi abordé des sujets importants comme la question de l'élargissement de la CEDEAO à d'autres pays qui en ont fait la demande. Nous avons aussi parlé de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Sahel et qui nous préoccupe tous. Concernant la situation politique au Togo, les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé se sont voulus rassurants. Quelles que soient les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Nous sommes confiants, nous souhaitons la paix au Togo. Nous considérons que la paix dans la sous-région est quelque chose d'indispensable pour le développement économique et social. Et nous sommes engagés dans cette voie et nous travaillons pour que la paix soit maintenue et même renforcée au Togo. Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, poursuit sa tournée dans la sous-région. Il sera mardi à Abuja, au Nigeria, où il va s'entretenir avec son homologue Muhammadu Buhari.
Après son entretien avec le président ivoirien, le président togolais Faure Gnassingbé a quitté Abidjan ce soir. Il a été raccompagné par le vice-président Daniel Krablon-Duncan et le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il est arrivé plus tôt dans la matinée pour une visite d'amitié et de travail marquée par un entretien avec le président Alassane Ouattara. Le peuple acquis rend hommage au président Alassane Ouattara pour les projets de développement engagés dans sa région. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Krablon-Duncan et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mamadou Kwasi. Le peuple acquis et l'ensemble des différentes populations de la région de Lamé ont pris d'assaut le stade Alassane Ouattara d'Azopé. Une mobilisation pour exprimer leur gratitude à un homme, le président de la République, Alassane Ouattara. Dans cette initiative, ces populations des 4 départements bénéficient du soutien des chefs traditionnels des cadres du Grand Centre, du district du Zanzan et de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, notamment le Sud Komoué, les Ndéni Guablin, le Moronou et les Grands Ponts. Toutes ces populations disent merci au chef de l'État pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour ses actions de paix. Témoin de cet acte de reconnaissance, le vice-président de la République, Daniel Krablon-Duncan, et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi que plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement avec des leaders politiques. Les populations dans leur diversité politique, religieuse et sociale ont chargé le vice-président de la République ainsi que le premier ministre de traduire au chef de l'État leur gratitude et leur soutien pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les bienfaits du président de la République sont nombreux. Il s'agit entre autres de la construction de l'hôtel de la préfecture du chef-lieu de région Adzopé. Il s'agit aussi du bitumage en cours de la route Adzopé-Yakassé-Atobro, projet attendu par les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui ne voit jour qu'en ce moment avec son Excellence le président Alassane Ouattara. Il s'agit aussi de la construction du pont de Bétier sur le fleuve Komoué, permettant de relier les départements de Yakassé et de Bétier. Pour renchérir les propos du porte-parole des populations, le secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Haché, a invité ses parents à accompagner les initiatives de paix et de développement engagées par le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a bien voulu consentir à la région de Lamé un certain nombre de projets majeurs. L'ensemble de ces investissements structurants, dont le montant s'élève à la coquette somme de 100 milliards de francs CFA, positionne ainsi Adzopé à quelques encablures de la perle des lagunes Abidjan comme le futur pôle de croissance majeur de la Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, c'est pour cette raison que les populations de la région de Lamé se sont levées comme un seul homme, en ce jour, pour faire ce triomphe au président de la République. Accorder en moins de 6 ans de mandature un tel investissement, une telle somme, à une région dont l'intellectualisme trop débordant a pu l'éloigner des réalités politiques et économiques de son temps, témoigne, dis-je, d'une hauteur de vue et d'une grandeur d'âme qu'on ne trouve que chez les hommes d'État qui marquent leur temps. Excellence, Monsieur le Vice-président, les populations des autres régions de Côte d'Ivoire présentes à cette cérémonie vous prient de transmettre respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, leur reconnaissance pour ses actions de développement, ses initiatives fortes en faveur de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Pour preuve, son implication personnelle dans le récent conflit foncier arénant communautaire survenu dans la région du Cavali a permis de ramener la sérénité au sein des populations en attendant sa résolution définitive. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rassuré le peuple acquis et les autres populations qui composent la région de Lamé que les actions entamées par le président de la République vont se poursuivre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, travaille tous les jours pour le bien-être de son peuple et le rayonnement de son pays. Il est donc tout à fait normal de nous mobiliser autour de ce bâtisseur hors pair afin de lui donner la force nécessaire pour réaliser sa grande et noble ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À cette fin, le renforcement de la cohésion sociale, le maintien de la paix et d'un climat de sécurité doivent être notre leitmotiv à tous, afin de préserver notre pays de toute aventure aux conséquences désastreuses. Oui, chers frères et sœurs de la région de Lamé, laissons de côté les querelles de clochers
et la politique politicienne. Laissons de côté nos égos et nos ambitions personnelles. Oui, toutes les ambitions sont légitimes, mais aucune ambition ne doit être au-dessus de la Côte d'Ivoire et de la paix dans notre pays. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a félicité les populations pour la mobilisation et aussi pour les engagements pris pour la paix. Il invite par ailleurs les cadres et l'ensemble des populations à l'union, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Oui, beaucoup de choses ont été réalisées pour cette région, comme nous reconnaissons unanimement. Mais beaucoup de choses peuvent encore être réalisées. Et c'est le projet du président de la République et du gouvernement. Mais l'atteinte de nos objectifs de développement ne peut se faire que dans un climat de paix et de cohésion sociale. Union, discipline, travail. Ces valeurs sont à la fois le moteur et le socle, le ferment du progrès de notre pays et de l'épanouissement personnel de chacune et de chacun de nous. C'est pourquoi je saisis l'occasion de cet important rassemblement pour lancer à nouveau un appel pressant à l'entente, à l'unité des filles et des fils de Côte d'Ivoire et de la région de la Mai en particulier. Je vous invite à resserrer chaque jour davantage les liens de fraternité et de solidarité entre vous, à travailler la main dans la main, en vue de relever les défis de développement. Tout ceci devant se faire dans un esprit de discipline et de respect mutuel qui sont le garant de l'ordre social. Pour renforcer les acquis du développement, Azopé dispose désormais d'un district de police. Un véhicule d'intervention a été remis pour lutter contre la criminalité à Azopé, chef-lieu de la région de la Mai. Nous vous proposons maintenant des réactions de cadres et de populations acquiées après cette cérémonie d'hommage. Cette région de la Mai, qui est une région riche, prospère, riche en hommes, riche en potentialité économique, il n'y a que la paix, la réconciliation qui feront que la région continuera à aller de l'avant. Et j'en suis convaincu. Avec ce que nous avons vu aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire était présente. Tous les investissements qui sont réalisés aujourd'hui profitent aux générations d'aujourd'hui, mais profiteront aux générations de demain. Parce que ce sont les investissements de base à l'émergence. Les institutions internationales le reconnaissent. Il a pu nous donner l'autorité de pouvoir parler à nos hommes politiques pour qu'ils nous écoutent, en nous donnant un statut. Ce statut nous a permis d'être dans une institution. Donc, c'est l'occasion où on doit lui dire merci. Dire que tout ce qui regarde le président de la République nous regarde aussi. Et nous sommes venus aussi soutenir nos frères Aké. Ils ont décidé de s'engager pour soutenir le président Alassane Ouattara. Je sais que le peuple atié, quand il dit qu'il est d'accord pour quelque chose, il le fait de bon cœur. Cette grande mobilisation, elle est à l'honneur du président de la République. Donc elle montre bien l'attachement de la région au président de la République. Les remerciements sont le fait de nos traditions, surtout de la tradition à Caen. Quand quelqu'un vous a rendu un service, il faut lui dire merci aujourd'hui. Et même si le lendemain vous êtes encore là, vous pouvez charger quelqu'un d'aller lui dire merci. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus à Azopé. Nous avons été impressionnés par la mobilisation d'une région qui était supposée être une région difficile au RHDP, mais nous avons pu admirer le travail accompli par M. le ministre Achille Patrick, qui a réussi à amener ces populations à apprécier le travail du gouvernement. Nous avons montré au président de la République qu'il peut nous faire confiance, il peut compter sur nous et nous prions beaucoup pour lui. À partir de la Comoué, nous allons obtenir de l'eau. Vraiment, c'est un axe important de développement pour Azopé. Je pense que c'est un nouveau départ, mais ce départ ne va pas s'arrêter à la fin de cette cérémonie. Elle sera continuelle, car la jeunesse même, mobilisée en grand nombre, pense que c'est le train de développement que nous avions emprunté. La communauté internationale condamne les traitements subis par les migrants en Libye. Herman Guivet. Publiée le 15 novembre dernier par la chaîne américaine CNN, la vidéo présentant des migrants africains vendus en Libye tels des esclaves a fait l'effet d'une bombe, suscitant une vague d'indignation sur le continent et bien au-delà.
Les réactions fusent. Le gouvernement ivoirien interpelle les autorités libyennes et l'Union africaine, l'Organisation internationale de la migration, les Nations unies et la communauté internationale sur l'impérieuse nécessité de diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur cette pratique qui porte atteinte à la dignité humaine. Le pays a engagé plusieurs actions pour aider au rapatriement de ses ressortissants. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, lui promet une réaction forte et ferme dans les jours qui suivent. Plusieurs figures célèbres, tels l'animateur radio Claudiciard et artistes africains Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Kofi Olomide, ont élevé leur voix pour se faire entendre. À Paris, en France, répondant à l'appel de plusieurs associations et collectifs contre l'esclavage, 1 millier de personnes ont manifesté samedi pour dénoncer ces faits. Des manifestations qui ont viré à l'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Pour tenter de gagner les côtes européennes, la Libye est devenue la voie de prédilection empruntée par les migrants. Un rêve de mieux-être qui finalement tourne au cauchemar dans la chaleur du désert libyen. Depuis 2015, ils sont plus de 1269 Ivoiriens en extrême détresse dans plusieurs pays à avoir été rapatriés en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Alexis Ouedraogo. Des Africains vendus comme du bétail en Libye. La vidéo a fait le tour du monde. Avec la mort de Mohamed Kadhafi, la Libye est devenue le repère des trafics les plus inhumains. En mars dernier, nous avons rencontré Annick et sa sœur. Elle faisait partie des 151 Ivoiriens rapatriés de Libye vers la Côte d'Ivoire. Dans la cour familiale à Bobo, elles nous ont raconté leur histoire. Annick et sa sœur ont tenté l'aventure. Après de longs mois d'humiliation et de torture dans un camp de détention, elles ont été retrouvées par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye. Un jour, on était là, on dit que l'ambassade de Côte d'Ivoire est venue. Et M. Daouda Soumaoro. On est venu voir le monsieur, il dit tonton, ils sont venus nous arrêter. Le monsieur dit on n'a qu'à dire Dieu merci. Que lui-même il est venu nous voir, on est vivant, qu'on n'a qu'à dire Dieu merci. Donc, il n'a rien dit qu'on va faire votre papier le plus vite possible. Là, vous allez rentrer chez vous. 423 394, c'est le nombre d'Africains migrants en Libye. Parmi eux, 23 243 Maliens, 8 843 Sénégalais, 7 049 Ivoiriens, 4 016 Burkinabés, 2 033 Camerounais. Ces chiffres, au 31 octobre 2017, sont de l'OIM. Séduites par l'illusion d'un Occident panacé, elles avaient bravé conseils de parents et amis. Ami, elle, avait quitté Mankono, abandonnant son commerce florissant, sans un mot à sa mère, pour se livrer à la douleur. Les migrants, en provenance de différents pays africains, choisissent la Libye afin de passer la Méditerranée pour se rendre en Europe. Mais voilà, depuis la mort de Mohamed Kadhafi, le pays a sombré dans une totale instabilité qui donne lieu à des crimes organisés les plus inhumains. Depuis le début de l'année, 2 vols de rapatriement ont été organisés par l'État de Côte d'Ivoire le 15 mars et le 13 avril 2017. Pour cette semaine, le rapatriement volontaire de 430 immigrants est en cours. Un vol en provenance de Zouara, un no man's land redoutable. À ce jour, ils sont plus de 1279 Ivoiriens en extrême détresse qui ont été rapatriés en provenance de la Libye, mais aussi du Gabon, de l'Angola, des Philippines, de Cuba, d'Égypte, d'Arabie Saoudite et du Koweït. Le gouvernement ivoirien a fermement dénoncé la vente des migrants aux enchères dans ce pays et demandé une enquête de la communauté internationale. La question libyenne sera d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet UE-UA prévu le 29 novembre prochain à Abidjan. Alors que nous rangions micro et caméra au terme de notre entretien cette année-là, Ida, l'une des rescapées de cet enfer libyen, nous confiait presque insouciante qu'elle trouverait encore le moyen de retourner en Libye, retrouver son bien-aimé. Journée internationale des droits de l'enfant ce 20 novembre, un accent particulier est mis sur les injustices envers les enfants dans le monde. Un atelier de formation continue des enseignants a été initié à l'occasion. Patricia Omouetia. Prenez les commandes. Cette année,
L'UNICEF invite les enfants du monde entier à prendre les commandes dans les domaines de la politique, des médias, du sport et du divertissement afin d'exprimer leur soutien aux millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui ne bénéficient pas de protection sociale. Hier, par exemple, les enfants à Mumbai ont pris le contrôle du Stock Exchange. Au niveau du FC Barcelone, ce sont les enfants qui sont les entraîneurs aujourd'hui et puis pendant les 3 derniers jours. Les enfants, c'est l'avenir de nous tous. La journée mondiale de l'enfant leur donne cette possibilité de s'exprimer, de prendre le contrôle des médias, par exemple, et de dire leur opinion. Les jeunes et les enfants eux-mêmes peuvent jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un événement pour leur communauté. Vous savez, souvent les professeurs, les maîtres sont en colère quand nous ne comprenons pas les leçons. Mais nous ne faisons pas exprès. C'est peut-être leur façon ou leur manière d'enseigner qui est à l'origine du problème. On dit que l'école est obligatoire, mais il y a des enfants qui vendent des mouchoirs. Si ces enfants-là ne savent ni lire ni écrire, ils vont devenir des bandits. Tous ces élèves qui vendent mouchoirs, il y a d'autres, quand on donne l'argent à leurs petits frères, ils pensent que c'est pas bon. Et puis ils deviennent mouchis, il y a d'autres qui coupent la tête des autres pour faire des médicaments. Moi, je pense que ça, c'est pas bon. À cette occasion, une rencontre a été initiée entre l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale pour l'élaboration de stratégies de redynamisation de la formation continue des enseignants en situation de classe. De cette étude, il ressort que 100 millions d'enfants n'ont pas achevé le primaire. Les enseignants doivent également mettre à contribution les potentialités des outils TIC pour redynamiser la formation continue des enseignants. Africa Web Festival, le rendez-vous annuel des professionnels des TIC et du numérique. Au cœur de cette 4e édition, l'entrepreneuriat des jeunes, la créativité et aussi l'innovation. Serge Coléa. L'entrepreneuriat des jeunes au cœur de l'édition 2017 d'Africa Web Festival. Pour cette 4e édition, les initiateurs veulent permettre aux utilisateurs du numérique et des technologies de l'information et de la communication de s'ouvrir au monde à travers des centres d'incubateurs de start-up. Experts, professionnels vont se retrouver pour partager leurs expériences. Le monde aujourd'hui est planétaire, Internet gomme les frontières, on ne peut pas dire à un jeune t'installes pas là, mais ce que le jeune africain a de plus, c'est sa connaissance du milieu. Nous allons avoir une 50aine de jeunes africains, nous allons avoir des jeunes de Belgique, du Canada, de France qui vont être là. Nous allons avoir des gens d'affaires aussi d'Occident. Créativité, innovation et entrepreneuriat, c'est autour de cette thématique que l'événement va se dérouler. Cette plateforme des usagers du digital en Afrique se tient les 27, 28 et 29 novembre à Abidjan. Le financement du PENIA 2 au cœur de la table ronde de ce lundi au Sahara. Il a été question pour les secteurs publics et privés de s'entendre sur les moyens à mettre en œuvre afin de financer ce PENIA 2 d'un coût de plus de 11 000 milliards de francs CFA sur la période 2018-2025. Noël Yagno. L'investissement agricole en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2016 s'est fait dans un cadre institutionnel, le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Il a fait ses preuves. L'agriculture ivoirienne a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. L'agriculture ivoirienne est à la croisée des chemins. Elle est performante. Elle est performante parce qu'on occupe des places de choix sur l'échiquier mondial. Elle a des défis parce qu'elle n'est pas beaucoup transformée. Lorsque nous exportons du cacao brut, nous exportons de l'emploi, nous exportons de l'opportunité d'emploi, nous exportons également du revenu qui peut venir nous aider à la fois à améliorer les conditions de vie des populations, mais également nous permettre de faire face aux défis du développement durable. Pour cette agriculture durable, une nécessité, la transformation structurelle de l'économie agricole ivoirienne. D'où la table ronde de ce lundi. Privés et publics ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre. Ils ont aussi salué les initiatives pertinente du public. Alors que le potentiel est de 25 tonnes à l'hectare, dans les PV, on fait 5 à 6 tonnes à l'hectare. C'est catastrophique. Donc, l'autorité de régulation qui contient un certain nombre de dispositions depuis le bord champ jusqu'à la commercialisation permettra, à mon avis, d'améliorer la productivité. Et ça, c'est extraordinaire. On va passer de 350 000 tonnes
d'huile actuellement en Côte d'Ivoire, près de 700 000 tonnes d'huile en Côte d'Ivoire. Et je dis l'État est gagnant parce que c'est autant d'impôts là qui viennent. Le PNIA 2, c'est plus de 11 000 milliards sur la période 2018-2025. Quand la tranche 2018-2020 va coûter 2400 milliards de francs CFA, 1400 sont entendus, des privés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met ses collaborateurs en mission pour la réussite du Sahara 2017 et aussi pour le sommet Union africaine-Union européenne. Il a rencontré l'ensemble du corps préfectoral. Ahmed Traoré et Herman Guivet. Contribuer à réussir l'organisation du Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources animales, et du sommet Union africaine, Union européenne, sur le plan sécuritaire. C'est la feuille de route que Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a transmise ce vendredi au corps préfectoral à son cabinet. Les préfets sont en mission chaque jour pour assurer la meilleure gestion de leur circonscription, non seulement au niveau sécuritaire, dans la coordination de toutes les forces sur leurs différents territoires. Et le corps préfectoral est un levier particulièrement important aussi du développement économique de nos différentes circonscriptions. Une initiative fort appréciée par les membres du corps préfectoral qui s'engagent à réussir cette mission. Il s'agit de remobilisation des préfets des régions à la faveur du Sahara. Nous sommes dans la période de la grande réunion entre l'Union européenne et les pays africains. Cette grande conférence se tient à Abidjan, mais toute la Côte d'Ivoire est concernée. Donc il faut qu'il y ait plus de vigilance au niveau sécuritaire. Le sommet Union africaine, Union européenne se tiendra le 29 et 30 novembre à Abidjan. La deuxième édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire va se tenir les 16 et 17 février prochains. Elle vise à favoriser la rencontre entre les exportateurs nationaux et internationaux de la commercialisation de la noix de cajou. Lancine Bakayoko. Professionnaliser l'activité d'exportation du cajou pour une meilleure augmentation des revenus des paysans. Voilà le principal objectif des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, prévu du 16 au 17 février prochain à Abidjan. Un rendez-vous, le deuxième du genre, des innovations. Ces innovations portent sur la durée totale du symposium qui passera d'1 jour et demi à 2 journées pleines, la réorganisation des panels afin d'apporter plus de débats et d'interaction entre les participants, la réservation d'un chapiteau spécial pour les expositions afin de permettre à nos partenaires de mieux communiquer, échanger et nouer des partenariats avec les acteurs et le grand public. Il s'agit donc de relever les défis liés à la commercialisation extérieure de la noix de cajou, la question du financement adapté à l'exportation, ainsi que les problématiques liées à l'amélioration de la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire. Sur ce chantier toujours en quête de stabilité, l'optimisme reste de rigueur. C'est une grande fierté pour le Conseil de coton de l'Anacarde de constater le dynamisme du secteur à travers ces différents maillons que sont bien sûr les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportateurs. Pour la campagne agricole 2017, la production nationale de noix brutes de cajou affiche plus de 673 000 tonnes en progression de 3% par rapport à la saison précédente. Ces quantités ont généré 481 milliards de francs CFA aux producteurs. Comment trouver les stratégies pour une bonne production dans le secteur des semences et établir un guide des opérations semencières? L'Organisation internationale pour les semences, chargée du programme semencier de l'Union africaine, a organisé une rencontre pour répondre à ces questions. Cet atelier est le point de départ d'une campagne de vulgarisation des droits et obligations du fonctionnaire et des procédures administratives en vigueur dans l'administration publique. En effet, la méconnaissance de ces procédures et obligations sont à la base de nombreux manquements et cas de mauvais comportements constatés chez les fonctionnaires dans les différents services de l'administration publique ivoirienne. Des cas de viol, de vol, de détournement, d'insubordination et de non-respect de la hiérarchie sont ainsi traités par le Conseil de discipline dont les jugements rendus se soldent par diverses sanctions allant de l'avertissement à la révocation. Chaque année, ce sont en moyenne 200 cas de fonctionnaires traduits devant le Conseil de discipline. Il y a toujours eu des fonctionnaires délicats qui soit
font des manquements à leur hiérarchie, soit à des problèmes d'abandon de poste. Une simple petite écorchure de la procédure disciplinaire, un fonctionnaire peut être sanctionné, une famille peut être sanctionnée. Je parle de la famille biologique bien sûr, parce que n'ayant pas respecté certaines procédures. Cet atelier s'inscrit dans la vision du gouvernement de redynamiser l'administration publique ivoirienne en la dotant d'une ressource humaine de qualité afin de répondre aux défis de l'émergence dont la Côte d'Ivoire aspire. Pour y arriver, il faut amener les fonctionnaires à connaître leurs droits et obligations et surtout à connaître le fonctionnement de l'administration publique. Cet atelier organisé aujourd'hui est très opportun d'ailleurs même pour nous, gestionnaires des ressources humaines qui sont sur le terrain, afin de répercuter cela sur les personnels que nous gérons en région pour pouvoir les amener à mieux exercer ce pourquoi ils ont été appelés dans l'administration publique. Les 36 directeurs des ressources humaines des ministères et les 33 directeurs régionaux du ministère de la fonction publique ont été entretenus durant 3 jours sur 8 thématiques qui portent entre autres sur les droits et obligations, la discipline de l'administration publique, le premier mandatement et la mise à la retraite. Un reportage signé Herman Niamien sur la redynamisation de l'administration publique ivoirienne. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe est plus que jamais remis en cause. Les anciens combattants dénoncent aujourd'hui son régime. Son parti va lancer demain la procédure de destitution devant le Parlement. Et dans le même temps, Robert Mugabe annonce un conseil des ministres pour demain mardi. La Cour suprême du Kenya a rejeté ce lundi les 2 recours demandant l'invalidation de la présidentielle d'octobre dernier. Elle valide donc la victoire d'Ohuru Kenyatta, réélu avec plus de 98% des voix. Le président kenyan au pouvoir depuis 2013 sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 années. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.